Autour de la matière en fusion, c'est une chorégraphie qui se dessine. Un ballet maîtrisé, où le geste souple, millimétré, tout en délicatesse, n'a pas changé depuis des centaines d'années. C'est une matière fascinante en fait. On dit toujours que c'est une matière magique. Donc on part d'une boule de feu pour arriver à un objet rigide et scintillant. C'est ça la magie. Une magie dont les origines se trouvent dans les entrailles du massif des Vosges. Une forêt majestueuse de feuillus, des chênes, des hêtres, des charmes, matière indispensable à la fabrication du verre. C'est ici que sont nés les grands noms de la verrerie, Baccarat, Lalique, mais surtout la verrerie royale de Saint-Louis, manufacture du roi, qui au XVIIIe siècle perce le secret du cristal, faisant de cette terre isolée l'un des fleurons du luxe à la française. C'est au cœur de la forêt de Darney, au sud-ouest du massif, que l'on retrouve la trace des premiers verriers. Au XIVe siècle, le territoire des Vosges regarde vers l'Europe centrale, berceau de la verrerie. Il appartient au duc de Lorraine, ayant prêté allégeance au Saint-Empire romain germanique. Ces forêts attirent des artisans itinérants venus de Bohême et de Flandre, en quête de nouveaux territoires à exploiter. Au XIVe siècle, on prenait ce qu'on avait sur place, c'est-à-dire le bois, pour chauffer le four. On prenait le sable au ruisseau et il nous fallait descendre de fougères qu'on trouvait dans la forêt. Donc le mélange sable, cendre de fougère et chaud nous permettait de produire du verre. Dissimulés sous les feuillages, les vestiges d'un four datant du Moyen-Âge. Le four était disposé ici avec 3 pots de chaque côté. Dans ces pots, on mettait le sable avec la chaux et le salin. La chaleur faisait fondre le sable et on allait cueillir le verre avec une canne de verrier dans laquelle on soufflait pour faire une bulle de verre que l'on étalait pour faire un verre plat. Spécialistes de la fabrication du grand verre des fenêtres et des vitraux, les verriers du pays des Vosges vivent isolés dans la forêt, à l'écart des villageois. Il y avait dans la forêt des cabanes pour abriter les ouvriers, mais ce n'était pas des vrais villages dans la mesure où il n'y avait pas femmes et enfants. Lorsqu'on a épuisé la ressource en bois, il était plus économique, plus facile de casser le four, de se déplacer pour refaire un four ailleurs et avoir la production de bois sur place. Ça évitait le transport sur de grandes distances. Au milieu du XVe siècle, le duché de Lorraine cherche à sédentariser cette population au savoir-faire stratégique. Prise en étau entre une Bourgogne française influente et les Flandres, ce territoire belliqueux voit en ses verriers une source de revenus ainsi qu'une présence sentinelle assurant la sécurité des frontières. Les artisans verriers sont ainsi anoblis. À moins d'1 kilomètre du cœur de la forêt, le domaine du château de Lichecourt en impose. Au XVe siècle, la famille Tisac y fait construire une maison forte, qui sera ensuite prolongée par le château. Ils vont avoir un statut de gentilhomme, ce qui est quand même pas banal pour des techniciens. On ne fait pas ça avec les maréchaux ferrants, on ne fait pas ça avec les maîtres artisans qui construisent les cathédrales. Elles ne sont pas anoblis, par exemple, si je prends un parallèle un peu hâtif. Et là, par contre, on va donner des privilèges de prendre des bois dans la forêt, d'utiliser les ressources matières premières, et en contrepartie, de ne pas payer d'impôts, de ne pas servir le duc quand il part à la guerre. Et au XVe siècle, le duc de Lorraine a, en particulier avec ses voisins bourguignons, un certain nombre de différends. Donc c'est quand même des privilèges qui sont très importants pour une catégorie qui est quand même une catégorie particulière, puisque créer à partir du sable et de l'eau, du bois, une matière transparente, translucide,
un côté alchimique un peu derrière cette transformation du sable en verre. Fort de ces privilèges qui perdurent jusqu'au début du XVIIIe siècle, les gentilshommes verriers constituent une communauté puissante et refermée sur elle-même, une sorte de caste peu aimée des paysans et qui ne se soumet à personne, pas même à l'autorité catholique. C'est vrai qu'en étant en retrait des villages ou dans des territoires finalement peu contrôlés, la forêt est un territoire de marge, ça il faut vraiment toujours le rappeler. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pratique religieuse, bien au contraire. Forcément, à un moment, il y a quand même des règles à respecter, mais on voit bien que la distance avec le monde villageois fait que on a certaines différences qui peuvent se produire. Et on verra d'ailleurs que beaucoup de verriers au XVIIe siècle vont clairement choisir la réforme protestante pour des tas de raisons, des raisons de liberté, des raisons justement de ne pas être systématiquement dans la ligne de ce qui est la doxa, on va dire, de l'Église romaine. Lorsque le duc de Lorraine choisit, lui, de suivre la doxa catholique, il chasse les maîtres verriers convertis au protestantisme. Les verreries abandonnées sont pour la plupart détruites durant la guerre de 30 ans au début du XVIIe siècle. Il faudra attendre le siècle suivant pour que les verreries vosgiennes renaissent de leurs cendres. Sous Louis XV, monarque bon vivant, amoureux du raffinement et des arts de la table, l'industrie verrière connaît son âge d'or. En 1767, le roi lui-même décide de relancer l'activité de Munstal, désormais territoire français. Situé au fond d'une vallée au nord des Vosges, le site, l'un des plus anciens en Europe, devient la première verrerie royale. Les artisans qui s'y installent ont une mission: percer l'énigme du cristal. Louis XV et Colbert avaient initié la course à l'innovation, à savoir qu'ils avaient vraiment ouvert un concours avec une récompense à la manufacture, à la verrerie qui percerait le secret, alors détenu uniquement par les Anglais, dans ce souhait de nationaliser les savoir-faire et de trouver son indépendance vis-à-vis de nos voisins européens. En 1781, les verriers de Munstal trouvent enfin la formule. Le site est rebaptisé Cristallerie royale de Saint-Louis, du nom du seul roi de France canonisé pour ses miracles. L'architecture, la production, tout est pensé autour et pour les métiers du verre. Le directeur et sa famille sont logés dans cette grande maison, dernier vestige de l'époque. Les trésors de la manufacture y sont désormais conservés. À l'époque où Saint-Louis introduit l'art de la table dans le savoir-vivre à la française, on est à un tournant justement du savoir-vivre. On hérite de ce qu'on appelle du service à la russe, on commence à avoir des couverts et un service individuel. On retrouve dans l'histoire les collections Saint-Louis, surtout au moment de banquets très fastueux. Quand on dressait une table avec des collections de Saint-Louis, on dressait finalement la vitrine de nos savoir-faire d'exception et de notre capacité d'innovation aussi à l'époque, ce qui permettait de positionner la France parmi les pays d'excellence. La verrerie royale n'échappe pas aux confiscations lors de la Révolution française. Elle passe ensuite entre les mains de propriétaires privés qui doivent se battre pour maintenir leur place à l'heure de la Révolution industrielle. Il s'agit de conserver dans ces vallées reculées les hommes qui détiennent les savoir-faire. 2000 ouvriers travaillent sur le site de la cristallerie de Saint-Louis à la fin du XIXe siècle. Une ville dans la ville ayant pour cœur névralgique les fours en fusion. Certains sont logés dans la cité Albert, des maisons individuelles dites en accordéon. Ces habitations étaient construites pour être mises à disposition gracieusement des artisans. Tout était pris en charge par les différentes familles de direction, que ce soit l'eau courante, l'électricité quand c'était le cas,
et également tout ce qui pouvait être travaux de maintenance. Donc l'idée étant vraiment de fournir le confort et l'aide nécessaire à préserver l'implantation des artisans au plus proche de la manufacture. Les ouvriers sont logés, soignés et divertis aux frais de la direction. Des associations de chasse, de pêche, de musique prennent même le relais pendant leurs jours de repos. En contrepartie de cette politique paternaliste, les artisans s'investissent corps et âme dans la fabrication du verre et du cristal. La proximité des artisans garantissait aussi quelque part la protection des secrets liés à leur savoir-faire, que ce soit ceux des maîtres verriers, mais ça pouvait être aussi ceux de la composition de la matière. Et effectivement, on garde encore en mémoire quelques règles de prise de vacances qui aujourd'hui nous paraissent complètement extraordinaires. Un artisan, selon son excellence, n'était autorisé à partir en congé, en vacances, qu'à 2 lieux de la manufacture, en prévenant 2 ans en avance et sous condition d'être chaperonné. Donc c'était aussi véritablement un contrôle également de la confidentialité de nos savoir-faire. Les savoir-faire et le prestige de la cristallerie royale de Saint-Louis vont la protéger du déclin. Ce n'est pas le cas des autres verreries de la région. À la fin des années 60, concurrencées par les sites belges et allemands ultra mécanisés, la plupart des maisons vosgiennes ferment leurs portes. Au début des années 90, la région, sévèrement désindustrialisée, fait le pari de relancer la verrerie. Alors que la cristallerie de Saint-Louis est rachetée par un grand groupe de luxe, l'État soutient la renaissance d'un autre site. À Meisenthal, dans la vallée voisine, le Centre international d'art verrier est créé en 1992. Ces artisans forment les jeunes générations et remettent au goût du jour une production particulièrement vosgienne, la boule de Noël. La légende dit que dans les années 1850, c'était une année de sécheresse. Et à l'époque, pour Noël, ils décoraient leur sapin avec des fruits, donc des pommes, des noix. Et cette année de sécheresse, il n'y avait pas de fruits. Et un verrier de Götzenbrück a eu cette bonne idée de souffler des boules de Noël en verre pour décorer le sapin. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de verrier dans la région. Donc moi je suis né à Saint-Louis, c'est la vallée à côté, c'est la vallée voisine. Mon papa était tailleur de verre, mes grands-parents étaient souffleurs, et il paraît que ça fait 7 ou 8 générations. Donc c'était un peu une logique en fait de devenir souffleur de verre. J'ai mon fils qui travaille derrière moi, donc lui il a 20 ans, déjà tout petit, il avait 2 ans quand il est venu au centre d'art verrier. Il avait 2 ans quand il soufflait la première fois dans une canne. Il était aussi haut que le banc du verrier. Et à 16 ans, il est rentré à l'école de souffleur de verre. Il a passé son CAP. Et là, ça fait 1 an et demi qu'il travaille avec moi. Et souvent, le samedi matin, je fais des séances de transmission. Pas que pour mon fils, pour tous les jeunes verriers. Pour que justement, ces gestes perdurent et ne se perdent pas. Dans ces gestes répétés à l'infini, les souffleurs de verre vosgiens transmettent aussi leur amour de la matière. Ce feu magique et malléable, issu de l'alliance parfaite entre une terre féconde et une forêt généreuse.